Ok, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce Hello Summer Talk 8. Je vais tout de suite commencer par remercier le staff d'Hello de m'avoir invité à venir faire un petit talk chez eux. Vous n'êtes pas trop le genre de personne à qui je parle d'habitude, parce que vous êtes des gens de l'IT, je ne viens pas de l'IT du tout, il y a beaucoup moins de cravates dans mon métier. J'ai été invité en fait pour vous parler de mon boulot, donc du jeu vidéo, et de la façon dont vous avez tendance, vous les gens qui n'en faites pas partie, à sublimer notre métier et avoir quelques préjugés sur ce qu'on fait. Et en fait, je vais essayer de faire tomber un peu ces préjugés-là et voir avec vous comment nos deux métiers devraient plus interagir et moins rester dans leur coin. Du coup, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Laurent Victorino, je suis développeur de jeux vidéo de façon professionnelle depuis un peu plus de 8 ans maintenant. J'ai commencé dans l'industrie du jeu vidéo par faire des jeux qu'on appelle AAA, donc des jeux très gros budget. C'est plus de la dizaine de millions d'euros de budget. Pour des sociétés comme Tech2 et Ubisoft, chez qui j'ai pu faire des jeux comme Topspin, qui est une simulation de tennis, et plus récemment pour Ubisoft, j'ai travaillé sur The Crew, qui est un très gros jeu de voiture en ligne qui devrait arriver très prochainement, normalement au mois de novembre, qui est plutôt cool. Mais après plus de 6 ans passés à faire des très gros jeux, j'ai décidé de partir en tant qu'indépendant, ce qu'on appelle indie, qui est un mot plein de controverse, mais c'est ce que ça veut dire. Donc j'ai monté mon propre petit studio indépendant qui s'appelle Monkey Moon, qui est basé ici à Lyon. Avec Monkey Moon, on a sorti un petit puzzle game l'année dernière pour smartphone et tablette, qui, contre toute attente, a eu son petit succès. Mais comme le marché smartphone, mobile, c'est pas vraiment notre truc, on vient pas de là, on vient vraiment du monde de la console et du PC. On a décidé de partir de façon complètement irresponsable sur une prod bien plus grosse que nous, qu'on n'arrivera jamais à finir, donc sur console. Mais tout ça pour dire que même si aujourd'hui j'ai la casquette de dirigeant, programmeur, game designer, le mec qui fait le café et qui apporte les boissons et qui paye les factures, je suis avant tout programmeur. Donc j'ai fait, comme sans doute la plupart d'entre vous, un cursus classique d'ingénierie informatique, un bac plus 5 poète. Donc c'était vraiment une école généraliste, c'est pas une école dédiée aux jeux vidéo. J'ai fait vraiment du code comme tout le monde, sauf que je suis parti vers la voie bizarre du jeu vidéo. Et si mon premier choix de classe c'est programmeur, mes sous-classes ou mes perks c'est programmeur gameplay et user interface. Je sais pas si gameplay ça parle à beaucoup d'entre vous, j'imagine que oui peut-être, mais voilà, c'est juste pour dire que dans le monde merveilleux du développement de jeux, il y a vraiment des spécialisations et des spécificités même au métier de programmeur. Mais même si je suis programmeur et développeur de jeux, je suis avant tout joueur. Je l'ai toujours été, j'ai la chance d'avoir fait partie de cette première génération de gens à avoir connu les premières consoles de salon, à grandir avec, à découvrir un monde merveilleux dans lequel on pouvait vivre des aventures complètement folles et qui nous parlaient vraiment. Et c'est vrai qu'à l'époque, je devais avoir 6 ans, à l'époque, avec tous mes potes, on était persuadés qu'un jour on ferait du jeu vidéo. Parce que c'était tellement cool à jouer, ça doit être au moins aussi cool à faire. Donc on savait pas vraiment ce que ça impliquait, ce que ça voulait dire, mais on était certain qu'on allait faire du jeu vidéo. Bon, il se trouve que je suis le seul à avoir fait ça, peut-être que je suis le plus débile, ou peut-être le plus têtu, ou peut-être un peu des deux, mais il se trouve qu'aujourd'hui je suis le seul à faire du jeu, et c'est pour ça que je suis là. Mais avant de démystifier le jeu vidéo, il faut déjà savoir ce que c'est. Et on a vite tendance à voir le jeu vidéo par ses bons côtés. Donc les aspects que tout le monde connaît, c'est généralement d'abord le bon côté bankable de l'iceberg. Du coup, ouais, avant tout, le jeu vidéo c'est un média accessible. Aujourd'hui, n'importe qui avec un smartphone a des jeux plein les poches. Si vous avez une smartwatch, vous en avez plein les montres, vous en avez sur vos frigos, vous en avez dans vos télés, dans vos freebox, dans vos consoles, partout. Le jeu est vraiment un des médias les plus accessibles aujourd'hui. Quand je disais que j'ai grandi avec les premières consoles, les gamins qui naissent aujourd'hui sont nés au milieu du jeu vidéo. Ils sont submergés de jeux vidéo depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont nés. Et ça rend ce média intéressant parce qu'il est vraiment accessible, et parce qu'il parle à tout le monde, et parce que tout le monde peut y participer. Le jeu vidéo c'est aussi un très bon moyen de communiquer avec les joueurs, de faire passer des idées, d'essayer de faire changer les comportements, d'essayer d'introduire des émotions, comme dirait David Cage. C'est un très bon vecteur de communication. C'est aussi
un bon moyen d'expression. La plupart des développeurs indépendants à qui vous pouvez parler vous diront que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est mettre ses tripes sur la table et voir ce que le public en pense. Bon, généralement, le public s'en fout, donc c'est dépression et le cercle infernal et le Xanax. Mais voilà, certains écrivent des bouquins, d'autres composent de la musique. Nous, on fait des jeux vidéo comme une forme d'expression. Alors, c'est un peu voir le jeu comme de l'art, mais il y a un peu de ça. Et le fait de pouvoir toucher les gens grâce à l'interactivité et pouvoir communiquer avec eux aussi facilement, ça rend le jeu vidéo vraiment intéressant. Mais avant tout, ça reste un rêve de gosse. J'imagine que la plupart des gens dans la salle se sont un jour dit putain, j'aimerais bien faire un jeu, c'est trop cool, j'ai une idée, elle est trop géniale et ça serait trop bien. Et pour tout le monde, c'est pareil. Le début de semaine, je discutais avec deux mecs de l'IT, il y en a un qui me disait voilà, moi, le summum de ma carrière, le summum de ma vie, ça serait d'avoir mon nom crédité dans un jeu qui serait shippé en magasin. Et pour plein de gens, c'est ça, parce qu'on a passé tellement d'heures, tellement trop d'heures à jouer, et à prendre du plaisir à ça, on aimerait donner une infime partie de ce plaisir aux gens qui jouent à notre jeu. Et du coup, ça reste un rêve de gosse. Et le rêve de gosse, c'est vraiment le truc qui donne vraiment une valeur ajoutée à ce média-là. Mais surtout, le jeu vidéo, c'est en train de devenir, parce que ça a toujours été, mais c'est en train d'être médiatisé, c'est en train de devenir une fabrique de rockstar. C'est-à-dire qu'on commence à avoir nos icônes, on commence à glorifier à la fois les joueurs et les développeurs. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qui se passe en e-sport actuellement sur les championnats du monde de StarCraft, de Dota, tous ces jeux bizarres pour coréens. Mais voilà, on est en train de dresser le joueur de jeux vidéo comme un vrai sportif, avec les cachets qui vont avec le public qui va avec les sponsors qui vont avec. C'est en train de devenir quelque chose de gigantesque. Et on est en train de glorifier ces gens-là comme il n'y a pas si longtemps et encore maintenant, on glorifiait les joueurs de foot, les joueurs de basket. Voilà, c'est devenu des joueurs à part entière. Mais au-delà des joueurs, on glorifie aussi les développeurs. Et ça fait un peu rêver. Parce que on a toujours dans le fond de la tête les deux mecs qui, dans leur garage, ont une idée de jeu un peu à la cool, qui l'ont monté, qui l'ont bricolé, qui l'ont vendu et qui aujourd'hui sont millionnaires, vivent toute l'année sur un yacht en sniffant de la coke. Et ça fait rêver les gens. Et ça, c'est la plupart du temps, si les gens viennent vers le développement de jeux, c'est parce que c'est en train de devenir accessible et c'est parce qu'ils ont ces icônes-là et ils ont ces gens-là qui les font rêver. Et du coup, pour rebondir sur l'actualité, je ne sais pas si vous savez qui est cette personne. C'est Notch, Marcus Persson, l'ancien PDG de Mojang, la société qui développe Minecraft. Je ne sais pas si vous connaissez Minecraft, j'imagine que oui, tout le monde connaît Minecraft. En gros, il a enflammé un peu la toile en début de semaine. Enflammé la toile. Okay, il a un peu mis le feu à Internet en début de semaine en annonçant qu'il quittait Mojang, donc la société qu'il avait montée, et il revendait Mojang à Microsoft pour 2,5 milliards de dollars. Pour trois mecs qui ont commencé à faire un jeu dans leur garage à base de petites briques, leur vendre quelques années après 2,5 milliards, ouais, ça fait rêver. Et en fait, Notch représente, malgré lui, tout ce qui fait rêver les gens. Il a cette image de Robin des Bois du jeu vidéo, le mec vraiment cool, que tout le monde a envie d'être, que tout le monde a envie d'apprécier parce qu'il est loin d'être détestable. Aujourd'hui, il est riche et il a eu une bonne idée, il a fait des trucs et il reste simple et ça fait rêver. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le jeu vidéo, c'est aussi pour ça que les gens viennent au jeu vidéo. Mais comme toute légende, malgré les bons côtés, il y a toujours un morceau de gâteau qui est un mensonge. Du coup, c'est pas que ça le jeu vidéo. Il y a aussi une partie que les gens voient moins parce qu'on s'arrête justement à la partie émergée de l'iceberg. Et on ne va pas chercher en profondeur parce que justement on a toutes ces paillettes-là qui nous font rêver. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout un job mal connu. Typiquement, tout à l'heure j'ai dit que j'étais programmeur gameplay, je ne suis pas certain que ça parle vraiment à tout le monde. Le truc que j'ai en permanence quand je parle des game designers, c'est qu'en fait on me répond que c'est des artistes. Enfin, les gens pensent que ce sont des artistes. Ce sont des mecs avec des fonds de couleur qui ne débordent pas quand ils colorient. Et en fait, pas du tout. Parce que la plupart des game designers n'ont aucun talent artistique, et c'est pas plus mal, même si certains artistes... Mais bon, bref. Le truc, c'est voilà, c'est qu'il y a plein de types de programmeurs pour faire un jeu vidéo, il y a plein de types de game designers, il y a plein de types de sound designers, d'artistes. En fait, c'est tout un écosystème, c'est toute une faune qu'il faut pour créer un jeu. Et on s'arrête juste à la notion de développeur. Que le mec ait n'importe quelle casquette, on ne sait pas vraiment trop ce que ça veut dire, et du coup ça mystifie un peu le développement et ça aide à mal connaître justement ce métier. Et comme il est mal connu, il est aussi mal considéré.
c'est un... En fait, on a la casquette du cousin un peu débile de l'informatique, le boutonneux qui se lave pas, qui est toujours en bout de table et un peu asocial. On est un peu les saltimbanques cracheurs de feu et dresseurs d'ours de l'informatique. Et du coup, on nous voit vraiment comme ça. Moi, pour la petite histoire, à la fin de Topspin, quand j'ai essayé de chercher un vrai travail dans l'informatique, juste pour voir ce que je valais sur le vrai marché du vrai emploi, je me suis retrouvé à postuler à des offres de défense et d'aérospatiale, des jobs pour lesquels j'étais qualifié, parce que l'équipe technique était très contente de me recevoir et était prête à me signer, jusqu'à ce que je rencontre un des recruteur manager qui m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi l'équipe technique était aussi emballée par mon profil, parce que eux, dans leur boîte, ils faisaient des trucs sérieux. Sous-entendu, nous on fait des trucs pour les gamins, et on fait des trucs rigolos, et puis voilà, on passe notre temps à faire des courses de chaises dans les couloirs, donc c'est pas un métier sérieux, quoi. Et ça, on a un job qui est vraiment mal considéré par les autres professions. Alors c'est en train de changer, mais il y a toujours ça, il y a toujours cet aspect qui reste. Et du coup, si c'est mal considéré, forcément c'est mal payé. Alors ça c'est aussi typique de la France, mais de tous les... typiquement de tous les jobs de l'informatique. Aujourd'hui en France, le moins bien payé, c'est celui du jeu vidéo. Donc je sais, on en reparlera sans doute après, mais généralement quand j'annonce combien j'étais payé quand je faisais des AAA, vous vous rendez compte à quel point vous êtes trop payé. Mais ça c'est... voilà. Mais avant tout, c'est un job difficile et complexe. En fait, pas tant que ça dépend de ce qu'on fait comme jeu. Si on veut un truc vraiment polish, un truc vraiment professionnel avant, oui, c'est difficile et complexe. Mais par là, j'essaye d'expliquer que c'est aussi difficile et complexe que vos métiers. Et que du coup, c'est un job sérieux. Et que du coup, oui, il faut le faire sérieusement et que ça demande de l'implication, et ça demande du temps, et ça demande du boulot. Et c'est pas, il y a pas juste la surface de, c'est des mecs rigolos qui font de l'entertainment, et du coup, forcément, ça doit être fun à faire. Et non, c'est pas que fun. C'est aussi douloureux, et c'est aussi beaucoup de dépression, beaucoup de cocaïne. Et voilà, en fait, le truc, c'est que là, je viens de passer 5 slides à me plaindre, donc vous en... Mais pas vraiment. En fait, on se plaint beaucoup, mais on a quand même des raisons de se plaindre. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que s'il y a toute cette partie du jeu vidéo que les gens ne connaissent pas, c'est sans doute parce qu'ils sont remplacés par des vilains préjugés. Et on a tous des préjugés l'un sur l'autre. Nous, on en a sur le monde de l'IT, qu'on voit pas très bien et qu'on estime pas trop. Et généralement, le monde de l'IT, on en a sur nous parce qu'il nous voit pas très bien et nous estime pas trop. Et j'ai juste, les prochaines slides, c'est juste quelques préjugés qui me reviennent souvent en soirée ou quand je rencontre des gens et que j'explique que je fais du développement de jeu. Et le premier qui arrive, celui qui arrive le plus régulièrement, c'est ça. C'est qu'un jeu qui est vendu 70 $, soit 70 € selon le taux de conversion, c'est 70 € qui vont dans ma poche. C'est pas vraiment le cas. En fait, un jeu à 70 €, donc c'est un jeu qu'on appelle gros budget, c'est Assassin's Creed et compagnie. Il se trouve qu'il y a un studio qui le fait, mais généralement pour un éditeur. Alors, il se trouve que là, le studio appartient à l'éditeur, donc c'est plus facile. Mais c'est comme si, quand vous travaillez pour vos clients, votre client vous passe une commande, il vous dit, bah voilà, j'aimerais tel site ou telle application. Quand il va vendre, une fois que ça sera fini, il va vous payer pour ça. Une fois que ça sera fini, quand il va vendre cette application, vous ne toucherez pas d'argent là-dessus, normalement. Nous, c'est pareil. En fait, sauf que notre client nous vole le projet. Mais nous, on vient avec notre idée, on a envie de faire des trucs, et derrière, il y a un éditeur qui nous dit, ah bah voilà, voilà 20 millions sur la table. Par contre, le projet nous appartient maintenant. Donc tout l'argent qui va rentrer, c'est nous qui allons l'avoir, parce qu'en fait, ils achètent la propriété intellectuelle du jeu. Et il se trouve qu'il y a des mécaniques de royalty, il y a des mécaniques de primes qui sont faites. C'est assez rare. Il y a certains studios qui... Déjà, il faut que le jeu se vende, il faut qu'il y ait des bénéfices pour déjà les partager, donc c'est pas gagné. Mais il y a certains studios qui le font, mais c'est pas la majorité. Et quand on est petit lutin du code, petit poseur de briques de jeux vidéo, généralement, on a notre CDI, on a notre salaire, et c'est tout. Et si jamais il y a des royalties, vu le turnover qu'il y a dans les studios de jeux vidéo, c'est pas nous qui allons en profiter. Donc ça, c'est un des premiers préjugés qui nous tombe dessus. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est celui-là. C'est que, en fait, les gens pensent qu'il faut 6 mois, 1 an pour faire un jeu, même un très gros jeu, à cause de la concurrence, en fait. De la concurrence qui est assez acharnée dans notre milieu. Il se trouve qu'on annonce les gros jeux 6 mois, 1 an avant leur sortie. Donc ça paraît dans la presse 6 mois, 1 an avant leur sortie. Et donc inconsciemment, les gens se disent, ok, il faut 6 mois, 1 an pour faire un jeu, quoi. Et c'est pas vraiment le cas, presque, mais pas vraiment le cas. Par exemple, je sais pas, des jeux comme GTA, c'est 50 développements, 1000 personnes. Des jeux comme Skyrim, c'est 8 ans de développement, avec 350 personnes.
voilà, c'est des budgets qui sont pharaoniques, c'est des deadlines qui sont incroyablement longues. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut être 6 ans de développement. En fait, quand tu sors de tes études, tu arrives, tu veux faire du jeu vidéo, tu signes sur une grosse prod, un gros AAA qui te fait rêver, et ça c'est génial. Le problème c'est qu'entre la fin de tes études et la sortie du jeu, si tu n'es pas mort, il y a 6 ans d'écart sur ton CV. En fait, entre le moment où tu as eu ton diplôme et le moment où tu as sorti ton premier truc, il y a 6 ans d'écart. Il peut se passer tellement de choses en 6 ans. Tu peux attaquer tellement de dépression en 6 ans et vouloir changer de métier ou la boîte peut couler, machin. Tu peux rien présenter avant que le jeu soit annoncé. Et même quand il est annoncé, c'est très compliqué de sortir les choses. Donc ouais, c'est super long de faire un très gros jeu. Après, sur des plus petites prods indépendantes, il y a moyen d'aller plus vite, mais c'est toujours très long par rapport à la durée de vie. Typiquement, en fait, les gens pensent que comme ils passent 15 heures de plaisir à jouer sur un jeu, il ne va pas falloir plus d'1 an pour faire 15 heures de plaisir, quoi. En fait, si, un petit peu. Celui-là, je l'aime bien. Tu joues toute la journée. Il n'est pas forcément faux. Il n'est pas forcément vrai non plus. Alors oui, on joue toute la journée au même jeu pendant 6 ans. Du coup, ça... Alors, on devient assez bon. Moi, j'ai fâcheuse tendance à être très mauvais au jeu que je fais. Donc voilà. Mais généralement, on devient assez bon. On est vite saoulé. Donc voilà, c'est comme quand les gamins me disent je rêverais d'être testeur dans le jeu vidéo. Non, tu ne veux pas faire testeur parce que tu tester le même truc pendant 8 heures, enfin 8 heures par jour pendant 6 ans, c'est pas un métier. Moi je me souviens sur Top Spin, les testeurs qui cherchaient des bugs en match double, à 4 manettes, à jouer tout seul à 4 manettes pour reproduire un bug pendant 8 heures. Non, c'est pas une vie. Testeur, ça fait pas rêver. Celui-là j'aime bien, c'est l'idée que les jeux vidéo c'est pour les enfants. C'est que quelque part, après 15 ans, plus personne ne joue aux jeux vidéo. Ce qui est bien connu. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un média qui est énorme, c'est un business qui est énorme. Il y a des jeux pour tout le monde, il y a des jeux pour tout âge, mais bizarrement, les gens pensent que ça reste quand même pour les enfants. Et jusque-là, je ne crois pas avoir fait du jeu pour les gamins. Mais voilà, c'est un truc qui reste et c'est un peu triste. Mon préféré, ça reste celui-là. Sur ce que moi j'appelle la prime TF1, sur le fait que on fait volontairement des jeux très violents pour que TF1 en parle à 20h pour en vendre plus parce que ça fait de la pub gratos. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais en vrai, voilà, c'est soit on fait des jeux pour les enfants, soit on fait des jeux ultra violents, mais vraiment très violents pour choquer les gens. Ou alors on fait des jeux ultra violents pour les enfants. C'est un peu bizarre, mais voilà, non, il n'y a pas que des jeux violents, il n'y a pas que des tronçonneux sur des fusils et avec des découpages de mecs et des boyaux partout. J'invite les gens à jouer, quand ils me disent ça, généralement je les invite à jouer à Flower, un jeu dans lequel on joue le vent et on doit pousser des pétales et aller polliniser les fleurs. C'est assez loin des massacres dans les écoles. Donc, et non, on n'a pas de prime quand il y a des massacres dans les écoles. Donc c'est pas... Ça aurait pu être drôle, mais non, c'est pas... Et la dernière question qui me fait à chaque fois beaucoup rire, on me l'a posée 2 fois jusque-là, et je tiens à en parler maintenant qu'on est sur Internet, c'est plutôt cool, tout le monde va le savoir. Non, ce n'est pas moi qui ai fait Mario. Donc voilà. Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Je suis développeur de jeux. Ah, tu as travaillé sur Mario? Non, non, je sais pas. Non, parce qu'il y a plus de 2 jeux dans le monde, et Mario, Tetris, et des fois Zelda. Mais voilà, les gens ont vite... le jeu vidéo, c'est Mario ou c'est Tetris. Enfin, c'est ce qu'ils ont connu à une certaine époque, ou ce qu'ils connaissent maintenant, ou ce qui passe à la télé. Donc maintenant, il y a GTA en plus. Mais voilà, on a vite fait l'amalgame, et forcément, développeur de jeux dans une boîte sérieuse, on ne travaille que sur Mario. Et c'est pas le cas. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on n'a pas le même maillot qu'on n'a pas la même passion. Le truc, c'est qu'on partage, les gens de l'IT et les gens du jeu vidéo partagent clairement la même passion. C'est une vraie passion pour notre métier. En tant que programmeur, en tant que technicien, on est... voilà, on s'est tous posé la même question, on a tous fait nos études, on a tous fait ce choix de carrière pour la même raison, à savoir, si je branche ça là-dessus, est-ce que ça explose? C'est juste ça, on a juste envie de savoir comment ça marche derrière, de voir comment ça marche derrière et d'être sûr que ça marche derrière. On a vraiment cette même passion et cette vraie interrogation sur qu'est-ce qui se passe dans la machine quand j'appuie sur les boutons. Et on a aussi, comme vous, le défi technique. Alors on n'a pas les mêmes, parce que vous êtes généralement enclin à utiliser des technologies soit neuves, soit du Java. Le truc, c'est que vous devez répondre à des problématiques bien précises qui sont imposées par généralement vos clients, qui arrivent avec un cahier des charges et qui vous disent voilà, je voudrais des boutons bleus et des lolcats.
et il faut que vous trouviez la meilleure façon de vous adapter à sa demande et à faire tenir des ronds dans les carrés. Nous, on a le même problème, différemment, mais c'est juste qu'on se bat sur console avec les mêmes armes que tout le monde. Typiquement, si demain, vous êtes dans une boîte qui va faire un très gros jeu de voiture, vous êtes, pour PlayStation 4, vous êtes certain que votre concurrent qui va faire un très gros jeu de voiture en face, pour PlayStation 4, va se battre avec les mêmes armes que vous, parce qu'il va devoir faire rentrer le plus de trucs dans la même boîte. En fait, le fait qu'on se batte avec le même hardware, ça nous pousse à être créatifs au niveau technique, et ça nous pousse à relever ce défi et ce challenge-là qui est plutôt intéressant. Mais pour mieux faire tomber les préjugés, le mieux c'est d'apprendre à se connaître. Et parce que voilà, on a tous les deux, l'IT et le jeu vidéo, on a tous une vision bizarre de l'autre. Alors ouais, nous on est le cousin un peu débile, donc on fait partie de la même famille, mais aux réunions de famille, on va pas trop se parler, donc ouais, on est le cousin un peu débile qui fait des choses un peu bizarres dans son coin et qui sent un peu la transpi. Mais en même temps, vous êtes le cousin un peu trop sérieux, celui qui vient aux réunions de famille avec les costards cravates et qui passe son temps au téléphone avec les clients. Je sais que c'est pas vrai, mais c'est l'image que nous on a de vous, comme vous avez l'autre image de nous. Et en fait, je sais pas si tout ça, c'est pas juste de la jalousie. Je sais pas si vous nous enviez pas notre côté un peu rock'n'roll et fun, et nous on vous envie pas vos salaires. Je sais pas, mais je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de jalousie, et on a plein de choses à échanger entre nous. On a plein de choses à apprendre l'un de l'autre pour avoir des vies meilleures, et typiquement, nous on devrait apprendre de vos méthodologies. Clairement, toute la grosse vague agile qui est arrivée, tous vos scrum et kanban, tout ça, moi ça me fait rêver, parce que c'est des trucs que nous on ne sait pas faire. On ne sait pas le faire, on ne sait pas l'appliquer, et j'ai envie de dire que c'est pas possible. Évidemment, les agilistes me disent que tout est possible parce qu'on vit dans un monde merveilleux, mais le truc c'est que nous, nos méthodologies, elles sont plutôt simples, elles s'appellent Excel, et c'est généralement un fichier de tâches planifié sur 5 ans, parce qu'il y a un mec qui est sorti de sa douche un matin en se disant « c'est génial, on va faire un jeu super cool, je vais rentrer toutes mes tâches pendant 5 ans, la deadline c'est 5 ans, et du coup on va mettre des petites couleurs et c'est parti ». En fait, le truc, c'est que dans le jeu vidéo, on passe notre temps à se réinventer, à tout casser, à rechercher des choses. On est en recherche et développement permanente. Et on devrait appliquer vos techniques. On devrait appliquer cette agilité et ces trucs-là. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas, et c'est un peu triste. Et c'est très dommage. Mais pour plein de raisons, c'est un peu compliqué. Ce qui serait bien, c'est que vous preniez un peu de notre créativité, toute notre créativité. Le truc, c'est que oui, on a ce job qui est assez rock'n'roll pour nous permettre de mettre des poneys en feu qui vont conduire contre des pommes sur le dos de petits lutins. On peut le faire, ça, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que vous avez votre rigidité qui est imposée par les cahiers des charges et des choses comme ça, et vous ne déviez pas de cette voie-là. Jamais on va rajouter trop de features parce que ça a été payé pour ça et c'est fait comme ça et on va le faire comme ça. Nous, ça n'existe pas. Nous, on est payé rarement et quand on l'est, c'est soit très loin après le développement, soit très tôt avant le développement. Donc on a toute cette créativité à faire tomber et à s'adapter. Ce qui me fait rêver chez vous, c'est Git et Mercurial qui ne sont pas encore utilisés chez nous, pour plein de raisons. Mais pour une raison en particulier. En fait, la plupart, ça commence à arriver. Il y a certains studios qui sont pas mal sous Git, qui commencent à arriver sous Git. Le problème, c'est que la majorité des studios aujourd'hui sont encore sous Subversion et Perforce, principalement Perforce quand on est sérieux, et Subversion quand on n'a pas d'argent. Et les merges de branches, quand on a 40 gigas de data sur Subversion, je vous invite à essayer, c'est génial. Bref, le truc, c'est que nous, en fait, on a plein de corps de métier. On a vraiment plein de corps de métier. Généralement, vous restez soit entre programmeurs, soit entre graphistes. Enfin, vous vous démerdez comme ça et personne n'est. Enfin, vous n'êtes pas tous mélangés en même temps. Nous, on a la fâcheuse tendance à avoir des graphistes qui s'entêtent à travailler dans des fichiers binaires, que ce soit des PNG ou des scènes entre les studios Max et machin. Et le problème, c'est que quand ça fait 3 ans qu'on développe une scène, il commence à y avoir pas mal de trucs dedans, et quand un des graphistes ouvre une scène pour aller poser des fougères, si son pote ouvre la même scène pour aller poser des oiseaux et push avant lui, ça devient très très compliqué de merger des binaires. Et du coup, il y a de la vraie perte de travail et il y a une vraie problématique. Alors, on reste aussi sous Subversion et Perforce par fainéantise, parce qu'il suffirait de mettre un mec au milieu, dire que les artistes utilisent Subversion, Perforce, et les programmeurs Git ou Mercurial, et merger au milieu. Le problème, c'est que personne n'a envie d'être le mec qui merge au milieu.
donc personne ne le fait, et comme ça a toujours marché jusque-là avec Subversion, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas demain. Et ça, on devrait vraiment vous l'emprunter. Par contre, vous devriez peut-être un peu prendre de notre jungle, de ce que j'appelle la jungle de compète. En fait, vu de l'extérieur, c'est peut-être un peu un préjugé aussi, mais j'ai l'impression que deux produits qui vont sortir, être faits par deux boîtes différentes, même s'il n'y a pas une grosse différence de fonctionnalité, sans se démarquer vraiment, elles vont quand même se vendre. Chez nous, ça, c'est pas possible. En fait, typiquement, vos builders, les Jenkins et compagnie, j'ai l'impression qu'il y en a des dizaines, et que le jour où il faut choisir, on regarde ceux qui répondent à nos attentes, et en fait, il va y en avoir 4 ou 5, et on va tirer au sort celui qu'on va prendre, on va le prendre, ça va marcher, c'est cool. Chez nous, c'est pas possible. Typiquement, deux jeux qui sont vraiment trop proches, il y en a forcément un qui finit par mourir. On a plein d'exemples comme ça. On a typiquement les genres FPS, on a deux gros FPS, c'est Call of Duty, Battlefield. Les deux sont vraiment différents, enfin, ont des esprits vraiment différents, et c'est pour ça qu'ils subsistent. Tous les autres qui essayent de sortir des FPS entre temps, généralement on n'entend pas autant parler que Call of Duty, Battlefield. Ça marche avec le foot. On a eu FIFA et PES. Les deux étaient spécialisés. Le jour où FIFA a arrêté de faire un peu d'arcade et s'est concentré un peu plus sur de la simu, PES a commencé à se casser les dents, et ainsi de suite. Et en fait, nous on a vraiment besoin de se démarquer, et vraiment de sortir un truc foufou avec une vraie plus-value pour être presque sûr que ça pourrait marcher, le conditionnel. Mais voilà, et c'est vrai que dans votre monde, j'ai l'impression que si les différences sont juste subtiles, ça suffit pour faire avancer, pour en tout cas vendre ou espérer survivre. Votre rigidité, j'en parlais tout à l'heure, mais typiquement, vos cahiers des charges, c'est peut-être ultra relou, mais nous, ça nous manque. En fait, on a vite tendance à tout casser. Et en fait, le jeu vidéo, c'est de la R&D en permanence. Le truc, c'est que pour savoir si un truc marche, il faut qu'on le développe, il faut qu'on le plug, il faut qu'on le teste. Et une fois qu'on sait que ça marche pas, c'est de la merde, on jette tout, on recommence. Et on branche autre chose à la place. Et du coup, il y a des centaines d'heures de développement qui sont perdues juste pour ça. Moi, typiquement, là sur The Crew, j'ai travaillé 3 ans et demi sur The Crew, 95% de mon travail qui ne sera pas dans le jeu qui va sortir au mois de novembre. Ça veut dire que 95% du temps, j'ai été payé à rien foutre. Mais parce que voilà, il fallait développer, il y a eu une idée, on l'a développée, on l'a fait, et on l'a branché, ça marchait pas, bah c'est pas grave, on la remplace par autre chose. Et un peu de votre rigidité, de dire, bah voilà, on se fixe cet objectif-là, on a ces rails-là, on ne va pas dévier trop de notre cap, ça nous manque. Mais en même temps, à l'inverse, il faudrait que vous appreniez de notre adaptabilité. Parce que justement, vu qu'on passe notre temps à tout casser, à tout recommencer, on est capable de faire des choses incroyables en très peu de temps. L'exemple que je prends souvent, c'est le jour où on va développer un jeu Heroic Fantasy, on a commencé à le développer il y a 3-4 ans, on fait nos trucs et tout, c'est génial, et puis un jour, il y a Game of Thrones qui sort à la télé. Et là, tout le monde se dit, ça manque de dragons dans notre jeu. Et là, on va intégrer des dragons. C'était pas prévu du tout par le scénario, donc il y a tous les scénaristes qui vont retravailler le truc. Ça va impliquer des embranchements d'histoire complètement improbables. Ça va impliquer de la physique, du graphe, du code, de l'animation. Mais on va le faire, parce que c'est cool. Et parce que ouais, on n'avait pas pensé à mettre des dragons, et on va le faire. Et cette souplesse-là, qui n'est pas une bonne chose, parce que cumulée avec des fichiers de tâches Excel et 6 ans de développement, voilà. Et Subversion. Et Subversion, évidemment. C'est un peu compliqué. Mais c'est quand même assez cool de pouvoir s'adapter, et j'ai l'impression que derrière votre philosophie agile, il y a aussi un peu de ça, de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Nous, on le fait en permanence sans être agile, c'est plutôt rigolo. Moi, ce qui me fait rêver, c'est vos sites de mise en prod. La plupart des boîtes d'IT que je connais font des mises en prod une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, peut-être une fois tous les 2 mois. Nous, on fait une mise en prod. Quand le jeu est sur la galette et qu'il est dans les rayons, c'est fini. Notre mise en prod elle est finie, on n'en a qu'une. Et ça nous manque. Le fait de pouvoir itérer, mais vraiment itérer, alors c'est en train de changer avec les Early Access, c'est en train de changer avec plein de choses, mais c'est une mentalité qui est encore sur le AAA qui n'existe pas. Ou très peu. Typiquement, The Crew est sorti en bêta il y a très peu de temps, et c'est assez rare pour être signalé. Il y a très peu de gros studios qui commencent à sortir des bêtas ou des Early Access ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que la mise en prod chez nous, elle est assez violente, quoi, parce que quand on n'en a qu'une, on n'a pas intérêt à la rater. Surtout que si on la rate, les autres sont payantes, donc, et bien payantes. Donc voilà, on n'a pas trop intérêt à se monter. Et pour info, personne n'a réussi la première. c'est pas très grave. Et évidemment, le truc qui serait bon que vous nous preniez, ce soit ça, mais je ne sais pas si c'est possible pour le coup. Mais voilà. Bref, moi ce qui m'en fout, c'est le nombre de gens de l'IT que je rencontre qui me disent
ok, j'ai une super idée pour un petit jeu, un truc pas forcément incroyable, mais j'ai envie de le faire, mais les jeux vidéo, c'est trop compliqué, quoi. On n'y arrive pas, c'est pas notre métier. Ça me rend vraiment fou, mais vraiment. Le truc, c'est que vous êtes tous experts dans votre domaine, plus ou moins. Vous avez tous un pool de compétences que moi j'ai pas, sur certains langages, sur certains moteurs, sur certains trucs. Vous êtes tous capables de faire du jeu. C'est juste cette passerelle de se dire, il faut être ingénieur russe et envoyer des fusées dans l'espace pour faire des jeux vidéo, qui moi me rend fou parce que c'est accessible à n'importe qui. Vraiment, c'est simple. Et peu importe le langage, peu importe le moteur, peu importe le device, vous êtes capable de faire des jeux. Mais vraiment. Et je pense sincèrement que cette culture de développement un peu bizarre que va vous apporter le jeu vidéo peut vous rendre meilleur dans votre boulot. Alors que l'inverse, je suis pas sûr. Mais bon, le truc qui revient souvent, c'est ça. C'est vrai, mais je suis nul en maths. Moi, je suis nul en maths. Mais vraiment, hein, le truc le plus compliqué que j'utilise jour le jour, c'est les vecteurs. Si vous êtes capable de piger ce qu'est un vecteur, vous êtes le roi du pétrole. Et plus que ça, du coup, si vous comprenez comment fonctionne une matrice, mais c'est fini, arrêtez l'IT tout de suite, commencez le jeu vidéo parce que vous êtes les John Carmack de demain, quoi. Non, le truc, c'est vraiment voilà, sauf si vous voulez être programmeur rendu et vraiment faire des trucs vraiment pointus, et là où il va y avoir vraiment des maths, c'est des magiciens ces mecs-là, donc c'est un boulot à part, quoi. Si vous voulez être programmeur généraliste, il n'y a pas besoin de tant de maths que ça, quoi. Et il y a tellement de corps de métier dans le jeu vidéo, on a des mecs qui font des outils, donc qui touchent quasiment pas au jeu, mais qui font tout le moteur et tout ce qui tourne autour pour rendre le développement plus facile. On a des mecs qui font des web services, du companion app. On a des mecs on a tout un pool de compétences. C'est tellement vaste que n'importe qui aujourd'hui est capable de faire des jeux. Surtout que avec les nouveaux moteurs, je pense à Unity et le nouveau Unreal Engine, c'est facile d'accès. N'importe qui peut y arriver, vraiment. Et ajoutez à ça vos compétences dans vos langages respectifs et dans vos moteurs respectifs. Il faut juste comprendre comment travailler à la trame et pas travailler au canvas, et vous êtes les rois du monde. Donc vraiment, c'est accessible. Et le truc, c'est que faire des jeux tout seul chez soi, c'est un peu relou. Faire des game jams, c'est rigolo. J'ai eu l'opportunité d'aider à monter une association lyonnaise qui s'appelle la Game Dev Party, qui organise des jams et qui organise des conférences et des ateliers, des trucs comme ça. Et ils sont plutôt cool. Et là-bas, j'ai été assez choqué, parce qu'en tant que programmeur, j'avais toujours au fond de ma tête, ouais, trouver des artistes. Parce que faire un jeu, il faut des graphes. C'est pas tout le temps vrai, mais faire un jeu, il faut des graphes pour que ce soit un peu joli. Et dans le fond de ma tête, j'avais toujours, ouais, mais trouver des artistes, c'est très compliqué. Et en allant là-bas, en faisant ma première jam, j'ai rencontré plein d'artistes qui me disaient, ouais, mais nous, on a toujours voulu faire du jeu vidéo, mais trouver des programmeurs, c'est trop compliqué. Et il se trouve qu'on a tous cette envie de faire des jeux, on a tous cette passion en commun, sauf qu'on gravite tellement dans des sphères différentes qu'on ne collide jamais et on n'a pas l'opportunité de se rencontrer. Et les game jams, ça sert à ça. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, au moins une fois, venez avec vos compétences, peu importe le langage, peu importe ce que vous savez faire, de toute façon, vous allez apprendre plein de trucs sur place, et vous allez apprendre plein de trucs aux gens. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'en sortant d'une jam, généralement, on en sort grandi en tant que professionnel, peu importe son métier. Et ça, c'est plutôt cool. Bref, c'est bientôt terminé. Juste pour ceux qui veulent approfondir un peu le monde merveilleux du jeu vidéo, j'ai perdu le focus. Hop, voilà. Donc il y a des bouquins qui sont plutôt cool. Donc pour ceux qui savent lire, il y a ceux qui s'intéressent au game design. Donc il y a vraiment comment transformer une idée de jeu en jeu réel, comment transformer une idée en phrase et l'expliquer et faire des vrais documents de travail, donc du vrai game design et du vrai réglage. Il y a ce bouquin qui s'appelle Rules of Play, qui est un peu une bible et qui est un peu essentiel. Pour les programmeurs, il y a une suite de bouquins qui s'appelle Game Programming Gems, qui est une collection d'articles écrits par des professionnels du jeu vidéo et des fois des super rockstars, qui règlent des problématiques ultra précises, mais qui étrangement ne sont pas forcément tout applicables uniquement aux jeux vidéo. Et du coup, il y a plein de résolutions de problèmes bêtes que vous retrouverez dans vos métiers et qui peuvent vous aider à même penser différemment, en fait. C'est juste penser hors de la boîte et régler le problème différemment. Et pour ceux qui ne sont ni programmeurs ni game designers mais qui veulent juste lire, il y a Jacked, qui est l'histoire non officielle de Rockstar, donc la société qui fait GTA. Rockstar communique très très peu, mais il se passe beaucoup de choses, et en fait ce bouquin vous comprenez pourquoi Rockstar s'appelle Rockstar et pourquoi c'est un milieu encore à part et pourquoi c'est une boîte encore à part. Et pour ceux qui ne savent pas lire, il y a des films. Il y a Indie Game The Movie, qui est un petit film qui coûte pas cher, qui présente la vie de 3 petits studios de développement juste avant la sortie de leur jeu et un après la sortie du jeu.
C'est assez intéressant. Vous verrez la vraie vie d'un vrai développeur et les 3 studios sont des superstars. Hein, mais comment basculer de on est personne à on vient de faire un hit majeur et qu'est-ce qui se passe, et je vous garantis qu'à la fin vous pleurez parce que voilà. Et Minecraft, pour coller à l'actualité, donc Minecraft The Story of Mojang qui suit en fait l'équipe de Mojang et qui montre les coulisses de Minecraft et ce qui se passe derrière et ce qui a vu enfin l'équipe qui a vu naître Minecraft et qui a fait Minecraft, c'est plutôt intéressant. Et c'est tout pour moi. Et si vous avez des questions, je suis ultra preneur. Ouais, alors c'est pas tout à fait une question, c'est plus une remarque. Quand tu disais qu'on était sérieux, que les jeux vidéo étaient plus rockstar, moi je trouve que alors peut-être que c'est pas vrai dans toutes les boîtes, mais je trouve que mon métier est plutôt rock'n'roll. Peut-être un peu moins que le jeu vidéo, mais quand même. Non, il est plus, je pense. Et j'ai beaucoup, je me suis beaucoup trouvé dans toutes les remarques qu'on te faisait, t'as développé Mario, ou tu fais des jeux pour les enfants. Quand moi je parle de mon métier à des gens qui sont pas du tout dans l'informatique, j'ai le même genre de remarques. Et quand je poste une photo de mon bureau avec des peluches, pareil. En fait, c'est vraiment le nerf et les peluches qui font dire aux gens qu'on n'est pas très sérieux. Mais ça marche pas. Ça marche sur des boîtes qui ont cet esprit-là et qui commencent à avoir cet esprit-là. Clairement, sur les gros groupes, je suis pas certain que ce soit la folie. Eh ben oui, j'ai été j'ai eu l'occasion de faire quelques missions dans des très grosses boîtes sur Paris, par exemple, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance. Et en fait, moi, c'est cette ambiance cette vision que je décris là, c'est celle aussi que j'ai rencontrée. J'ai eu l'opportunité de travailler quelques temps dans une très très grosse SS2I, mais c'est vraiment, tu vois, les gens font l'amalgame entre l'IT et la SS2I forte et dure où tu as une cravate et tu vas chez les clients, quoi. Et du coup, l'amalgame est vite fait, quoi. Et c'est ce que je décris, c'est plus ça que des jeunes boîtes qui se montent et qui savent qu'il faut être cool si tu veux que tes mecs bossent bien. Quand tu parlais que grosso modo sur un cas concret, que 95% de ce que tu avais fait n'avait pas été exploité, je ne dis pas que c'est perdu, mais ça n'a pas été exploité, c'est le principe d'itérer, pivoter et autres. Je pose la question, nous quand on essaye de le faire, on essaye de le faire par rapport à des retours qui sont le site qui est en ligne et les retours d'utilisateurs, par rapport à quoi et qui teste, vous êtes dans un milieu fermé, secret, en plus par rapport à ce que vous faites, qu'est-ce qui décide ou pas si c'est la bonne solution, est-ce qu'elle est pertinente ou pas? En fait, c'est le feeling général, global du jeu. En fait, on a des testeurs qui jouent au jeu en permanence, mais qui cherchent vraiment des bugs et qui font pas un vrai retour de feeling. De temps en temps, on leur demande ce qu'ils en pensent, machin. Et c'est surtout les game designers, donc les gars qui sont en charge du réglage et du feeling du jeu en général, qui vont vérifier que tout est cohérent et globalement tout s'enchaîne bien. Il y a les scénaristes derrière qui vont s'assurer que le style global du jeu colle avec le scénario qu'ils ont écrit. Puis derrière, il y a le mec qui signe l'échec et qui dit bah, ça c'est pas assez bleu et ça il faut plus de chats et voilà. Mais en fait, c'est limite un cycle naturel, quoi. On va tester le truc et il y a un moment où on sait que c'est pas bien. Et même le mec qui l'a fait, c'était bien à un moment, sur le papier c'était cool. Mais une fois qu'on l'a branché, en fait ça n'a pas trop d'intérêt donc on trash, quoi. Alors c'est pas exploité, mais c'est nécessaire parce qu'il faut qu'on soit sûr que ça marche pas. Et comme on n'a pas de test unitaire, et que faire des tests unitaires sur un jeu complet, c'est un vrai gros boulot, ça n'est pas trop possible. Pour des petites choses, oui c'est possible, mais après pour un contexte global de jeu, ça l'est pas. Du coup, on est obligé de faire rentrer en compte le feeling c'est intéressant, tu parles de tests unitaires, alors c'est peut-être une question de vocabulaire, mais est-ce qu'il y a des outils qui permettent de tester, alors l'unitaire c'est vraiment bas niveau comportement, et le fonctionnel, comme nous là sur le site web, capable de simuler, de pouvoir reposer le scénario, c'est quelque chose qui est utilisé, qui est... Ouais, les testeurs. Alors on a des testeurs qui check, généralement ils font check et ils testent le jeu. En fait il y a des sessions de playtest, même si on reste enfermé, dès qu'on a une alpha ou un truc un peu jouable, en interne, les gros groupes type Ubisoft et Electronic Arts ont un lot de testeurs à qui ils font tester le jeu, où ils invitent des gens de l'extérieur, ils leur font signer des NDA longs comme le bras pour être sûr que rien ne sorte. Et peut-être tout et ça sort toujours. mais voilà, ils les mettent et ils les font noter à l'aveugle, qu'est-ce que vous avez pensé, est-ce que ça c'était bien, et là est-ce que ça tourne bien, et machin.
Et à partir de ça, nous, on réadapte et on fait les trucs. Et c'est pour ça que les early access et les bêta, c'est neuf, et étrangement c'est neuf, mais ça aide beaucoup le développement du jeu. C'est fou ça qu'il y ait peu du test. On a une question sur le live YouTube. Tu as parlé d'encourager les développeurs à se lancer dans le jeu vidéo et Pas à se lancer, à faire des jeux. Ouais. à faire des jeux. On nous demande, il y a Nicolas Aubin qui nous demande s'il existe des passerelles pour les web designers vers le jeu vidéo. Des passerelles, bah ça, en fait, ça dépend des compétences des gens. En fait. Et, moi, ce que je vois, c'est certains moteurs qui sont un peu hype en ce moment, des moteurs de jeu pour éviter de tout refaire, type Unity. Unity a la bonne idée en fait de proposer 3 langages de développement. C'est pas venir et développer juste en C# ou juste en C++ ou machin. Unity propose le C#, le JavaScript et le Boo, un truc à eux, je crois. Et en fait, cette passerelle-là, c'est le JavaScript. Le nombre de développeurs web qui avaient très très peur de faire du jeu parce que soi-disant ils connaissaient pas soit le C# soit d'autres langages ou machin, le fait d'arriver avec un langage qu'ils connaissent sur un moteur un peu plus compliqué, ça les aide à rentrer et à commencer à faire des choses. Après, pour clairement du design pur, enfin, du graph pur et de l'animation, parce que vos designers, ils sont un peu bizarres, ils ont les doubles compétences. Mais clairement, c'est un des trucs que tu peux exploiter en jam assez facilement. Quoi. Rencontrer des gens qui vont te faire des jeux, il y a majoritairement des jeux qui sont faits en web pendant les jams. Mais rencontrer ces gens-là et voir comment tu peux te brancher avec eux, généralement ça t'aide et tu peux mieux avancer et apprendre plus facilement. J'aimerais juste rebondir sur la question d'avant par rapport au test. Je suis assez étonné quand même que, même par rapport à de la non-régression de tests quand un bug apparaît, on ne soit pas capable d'avoir quelque chose, soit capable de simuler des inputs de manette. Ah mais simuler, ouais, mais le problème c'est... Non mais simuler les inputs, c'est pas le problème. C'est capable de vérifier que ça marche bien. Bah, typiquement quand tu vas jouer à un jeu, tu vois, si tu as un problème mécanique pur, en fait, tu vas à gauche, ton personnage va pas à gauche, ça, il n'y a aucun souci, c'est pas de problème. Par contre, quand ton personnage va courir, tu vas le faire courir et tu vas prendre une courbe, toi, en tant que joueur, tu vas ressentir que il va peut-être un peu trop vite, ou il y a un problème d'inertie, ou il y a peut-être un problème de physique. Ça, le faire comprendre à un test. Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord, c'est des perceptions, mais tu prends typiquement le bug de je suis à tel niveau dans le niveau, je vais à gauche et mon personnage va à droite pour X raisons. Ah, ça, l'avantage d'avoir un studio à 200 personnes, c'est que tu as 200 personnes qui testent le jeu toute la journée, donc tu le sais. Quoi. Et je comprends les $70 aussi du jeu au final. Quoi. Ah non, mais les $70, il y a aussi le market dessus. Oui, il y a les jeux que personne je le savais, mais il y a encore tout ça derrière. Et je suis vraiment en termes de motivation des personnes qui sont là pour tester tout le temps la même chose et tout ça. Enfin, j'ai l'énergie, je dis pas gaspillée, mais que je trouve pas mise en valeur. En fait, il y a certaines choses. Ça t'aidait quand même. Les choses de base, oui, on peut les tester. Ça, il y a vraiment aucun problème. Après, typiquement, tester qu'un shader fasse le bon effet qui va bien sur l'écran et tout ça, hein, il n'y a qu'un humain qui peut le voir. Quoi. Tu peux pas, tout ce qui va être rendu, tu peux pas le. On a nous la même problématique par rapport au rendu de la page web. Mais à part ça, tu as toute la mécanique et un process qu'on est capable de valider. Est-ce qu'on ne peut jamais tout tester, tout faire et s'assurer que tout va bien sans jamais rien avoir à tester? Mais après, il y a une autre logique, tu vois. Typiquement, les tests unitaires, l'idée du test, c'est que tu écrives ton test avant de faire ta feature. On est d'accord? C'est encore une évolution, mais du coup, tu écris ton test pour une feature que tu sais très bien qu'il y a 90% de chances d'être jetée. Okay. Si, mais on a fait le même contrat. Sauf que nous, on les jette vraiment. Oui, en fait. Et que vous, la plupart du temps, ouais, mais vous les gardez parce que vous savez en avance là où vous allez. Et nous, on ne sait pas trop là où on va. Et du coup, voilà. Une question sur Internet encore. Maxime Alou qui demande avec quoi vous développez personnellement vous chez Monkey Moon? Là, on fait que du Unity chez nous. Parce qu'en fait, on avait des besoins. Moi, j'ai connu les gros moteurs Ubisoft, tout ça, c'est cool, hein, mais j'ai pas l'argent de me les payer. Et du coup, c'est Unity. Il y avait plusieurs choix d'entrée pour Unity. Bah, tu peux venir avec soit un bagage C#, soit un bagage JavaScript, soit du Boo. Moi, je suis programmeur C++ à la base, donc des technologies super neuves, quoi. Et du coup, je fais du C# qui est plus accessible pour moi et qui est un peu plus propre que le reste. Oui. Vous avez fait des tests, il y a des tests unitaires sur Cœur Vitron?
Oui, avec le Nightwatch, on a commencé à en faire. Avec La presse, la semaine dernière, de Yoann qui nous écoute là, était dessus justement. Alors là, Thomas il m'a dit que non. Bon, désolé. C'est pas grave. Ouais. Du coup, en fait, je sais pas d'où j'ai cette vision, mais pour moi, les mecs qui travaillent en jeu vidéo, en fait, ils sont tranquilles les 3 quarts du temps, et genre, quand il faut livrer le jeu, enfin, sur les 6 derniers mois, ils sont en rush, ils boivent 2 litres de café par jour, ils travaillent 10 heures, ils ont des simples comme ça. Je sais pas d'où vient la vision, je sais pas où j'ai vu ça. Bah, c'est pas faux, c'est juste sur le délai. C'est pas bon. C'est pas 6 mois avant, c'est 1 an avant. Et ouais. D'accord, c'est vraiment vrai. C'est une légende enfin, c'est une légende. C'est un truc qui contribue à faire que le jeu vidéo est magnifié, tu vois, c'est bizarre, c'est un monde à part, machin. Mais ouais, il y a des périodes de crunch. Il y a des vraies grosses périodes de crunch. Moi, j'ai connu ça sur Top Spin. On a commencé à s'inquiéter 6 mois avant le Gold, quand l'assistante de direction a descendu les matelas de la cave et les a posés du grenier et les a posés dans les couloirs. Quand elle a posé les matelas dans les couloirs, on a su que ça allait devenir chaud. Mais après, ça dépend comment on gère notre projet. Il y a certaines boîtes, ça dépend pour qui on travaille, ça dépend comment on travaille. Il y a certaines boîtes qui arrivent à échapper plus ou moins au crunch. Mais ouais, il y a forcément des moments où tu bois des litres de café, tu te couches à 4h du matin. Et ouais, il y a des prods. Moi, j'ai connu des prods où je faisais 9h du matin, 4h du matin, un truc comme ça. Et ouais, c'est compliqué, mais personne m'a jamais demandé de faire des heures déguisées, mais on le fait parce qu'il faut le faire, quoi, parce qu'il faut que le jeu soit bon, et puis parce qu'on n'a pas envie qu'on jette ce qu'on vient de faire, et vu qu'on passe notre temps à jeter les trucs. Voilà. Mais oui, ça existe. C'est important pour une petite question. Moi j'ai tout le temps, j'habite ici maintenant. Il y a Laurent Wiesel qui nous demande, on dit beaucoup que le game design influence le monde du web. Est-ce que ça vous arrive d'être influencé par des choses qui viennent de l'IT et du web En fait, il y a cette passerelle qui a été faite par les... Moi, ce que je vois comme ça, hein, c'est la passerelle qui a été faite avec tout le développement sur smartphone et mobile et tout ça, par des mecs qui justement viennent de l'IT et qui reproduisent des schémas qu'ils ont connus dans l'IT en voulant faire du jeu. Et tout le monde emprunte à tout le monde. Après, clairement, sur du dev console, à part des process de dev que vous élaborez et que nous, de toute façon, on a 5 ans de delta, on a 5 ans de lag avec vous, donc on prend ce qu'il y a au bout de 5 ans et puis on les garde pendant 5 ans, même s'il y a des nouveaux trucs au milieu, on les prend pas, quoi. Mais à part des process, peu de choses. Si, peut-être tout ce qui vient après. La plupart des boîtes commencent à faire du companion app et des trucs comme ça, donc du jeu vraiment, c'est un autre corps de métier, donc c'est vraiment sur du mobile et des trucs comme ça, qui demandent du web services, qui demandent des technos que nous on n'a pas trop l'habitude de travailler, et du coup forcément ouais, on est obligé de s'inspirer, de voir ce qui se passe ailleurs, mais sinon je vois pas trop. Ouais. On a entendu 3 fois cocaïne et 6 fois dépression. Est-ce que le rapport cocaïne-dépression est de 1 sur 2? Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est les inputs nécessaires pour finir à des prods. Non, mais voilà, la cocaïne, c'est le truc qui revient souvent, c'est qu'on a vite tendance à croire que justement, vu que c'est un métier où on a une image de rock'n'roll, les mecs prennent de la coke, alors qu'en fait, c'est comme chez vous, quoi. C'est les mecs du market qui prennent de la coke, c'est personne d'autre. Non, clairement, oui. Après, la dépression, ouais, c'est parce que c'est... Généralement, on arrive dans le jeu vidéo et même dans la grosse industrie en tant que passionné de jeu, c'est ce qui nous définit. Et quand on en ressort, on est un peu blasé et la dépression elle vient souvent de là, quoi. Et je comprends certains développeurs qui font des trucs gigantesques et où personne ne comprend ce qu'ils ont voulu faire, quoi. Et voilà, quand tu mets beaucoup de toi dans quelque chose, si personne ne comprend, soit tu te remets en question, soit tu remets en question le monde, et généralement tu remets en question le monde parce que c'est les gens qui sont des cons. Et voilà, mais oui, c'est des inputs réguliers. Ouais. Une question de moi. Est-ce que alors j'imagine que dans les petits studios ça doit plus facilement être le cas. Est-ce que en tant que développeur dans un jeu vidéo, tu mets vraiment des choses qui viennent de toi? Est-ce que tu as ton mot à dire sur des features, sur des... typiquement, enfin, j'imagine que sur des équipes à 1000 personnes... Non, mais à 1000 personnes, t'es rien. Enfin, c'est le côté déprimant, c'est qu'en fait, tu viens dans le jeu vidéo pour justement apporter quelque chose parce que t'es créatif et parce que t'as envie, et au final, ta créativité, tout le monde s'en fout parce qu'il faut cocher une case dans la colonne 12-25, et est-ce qu'on va les attirer? Est-ce qu'on est plus sur les 30-35? Sur le très très gros jeu,
c'est aussi beaucoup de market. Un jeu qui coûte 60 millions de dollars à développer, t'as intérêt d'en vendre, quoi. Il faut vendre des galettes, quoi. Et du coup, t'as plus trop de place pour de la vraie créativité. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tout cet élan indépendant avec des mecs qui font des jeux complètement bizarres. Et en fait, les jeux marchent parce que le public est prêt. C'est aussi pour ça que ça marche, parce que les gros éditeurs qui ont plein d'argent, ils n'ont pas envie de le perdre leur argent. Et du coup, ils veulent pas lancer des prods trop risqués. Et c'est pour ça qu'on a du Assassin's Creed 5, 6, 25, qu'on aura toujours des Final Fantasy, qu'on aura toujours des Call of Duty, jusqu'à ce que quelqu'un les remplace, quoi. Parce qu'il y a des niches, parce qu'il y a des endroits où il est possible de faire de l'argent. Alors je dis pas, il y a des studios comme typiquement Ubisoft qui lancent des petites prods, et qui les maquillent enfin qui lancent des plus petites prods qui ressemblent à des prods indés, qui sont excellentes, et qui sont vraiment très bonnes, mais derrière ça, leur fond de commerce et leur vitrine, c'est Assassin's Creed et les lapins crétins, quoi. Et Just Dance, qui rapporte un paquet de thunes incroyable. Et donc voilà, mais oui, clairement, moi dans mon studio, heureusement que j'ai quelque chose, c'est aussi pour ça que je suis parti, c'est parce que j'avais la prétention d'avoir des idées qui pouvaient potentiellement valoir quelque chose, jusque là je me suis trompé, mais comme je suis un peu têtu, bon, voilà, mais heureusement que ouais, chez moi je fais ce que je veux, quoi. Et même si je sais que la prod sur laquelle on est actuellement, je sais pas si on arrivera à la finir, c'est pas très grave en fait, c'est juste vérifier que ça marche, vérifier que ça peut être fun et que ça peut intéresser les gens. Ouais. Le jeu sur lequel tu rêverais de travailler? En licence existante, là? Peu importe, une nouvelle licence ou... me dévoile pas des points secrets. Il y a un truc qui te fait rêver un type de jeu ou n'importe quoi. C'est pas des jeux, c'est des boîtes qui me font des façons de travailler. Typiquement, je suis pas giga fan de Uncharted, qui est un très bon, qui est vraiment un très bon jeu, mais vraiment bon. Et ce qui se passe chez Naughty Dog, ça a l'air mais génial, vraiment génial. Et il y a certaines boîtes comme ça qui font rêver, il y en a d'autres qui font très peur. Mais sinon, ouais, les prods, après c'est mon côté fanboy, hein, mais les prods, n'importe quel jeu Batman, surtout les derniers qui sont sortis de Rocksteady, même si le prochain, j'ai des gros doutes sur le fait qu'il soit bon, ouais, il y a des prods comme ça qui me feraient pas mal kiffer. Après, je reviens de The Crew, je reviens de Top Spin, j'ai vu comment se passaient les gros, et le fait de ne pas avoir trop mon mot à dire, c'est un peu frustrant. Du coup, je sais pas si je serais vraiment pas extrêmement frustré de travailler sur un Batman, sur un jeu auquel j'aimerais jouer sans pouvoir avoir mon mot à dire. Si, il y a Mega Molecule, une boîte incroyable, les mecs qui ont fait Little Big Planet, et qui ont fait Tearaway récemment, qui est un jeu magnifique. Et ça aussi, c'est des boîtes qui, par ce qu'ils font, tu sais que ça peut être que bien. Ok. Un petit mini-mot sur Monkey Moon, peut-être? Non, pour finir. Non, bientôt on va tous vous racheter, donc il n'y a pas grand chose à dire. Non, mais Monkey Moon, là on est en phase de transformation, vu qu'on passe d'une prod smartphone, avec là on est en train de finir les portages iOS et Android qui sont d'ailleurs terminés, on attend juste que Apple nous accepte. Là on arrête, on part sur une prod console, une vraie prod console, un truc complètement irresponsable. Donc voilà, il n'y a rien, on va de toute façon rien annoncer avant 6 mois, 1 an, si on existe encore d'ici là. Donc voilà, non, c'est juste que c'est vraiment cool de bosser avec les gens avec qui on a envie de bosser et qui nous font rêver. Et c'est l'intérêt du jeu, c'est on peut tout plaquer pour commencer un truc incroyable, et même si on finit jamais, c'est pas grave, on aura essayé. Tu avais une question? Ouais, la dernière fois. Vraiment une dernière question, si tu arrives à répondre en plutôt oui ou plutôt non, pour que ce soit trop marqué. Pour les développeurs indépendants, aller sur Steam, est-ce que c'est intéressant? Plutôt oui ou plutôt non? Mon avis, c'est plutôt dur. Voilà. C'est dur, donc c'est intéressant, c'est Steam. Ouais. Ça va être dur. Si t'es greenlighté, c'est cool, c'est la plus grosse vitrine de jeux vidéo du monde. Le problème, c'est être greenlighté. Et Greenlight, aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. Et par contre, si tu connais quelqu'un chez Valve qui peut te pusher, ah oui, c'est Steam, oui, il faut y être. Ouais. Ok. Est-ce que tu as envie de voir quelqu'un pour des prochains Hello Summer Talk? Ouais, j'aimerais bien voir Geoffrey Bachelet. Je sais qu'il fait du... Ah bah t'es là, ouais. Ah bah dis donc, t'es là. Je sais qu'il a un atelier de pole dance, et je pense que ça peut beaucoup marcher sur internet. Et... Ah, un peu bon. Non, mais il viendra, je pense qu'on l'installera ici sur la table. Si, il a des trucs à dire sur Docker. Si tu as des trucs à dire sur Docker. Ouais, ça a déjà vu 10 fois. Non, mais il a des trucs à dire. Ok, on trouvera bien. Et ben merci à tous d'avoir suivi, c'était super sympa. Merci à toi pour ta présentation.
On va rendre la VO2 dispo d'ici la semaine, je te ferai passer ça un petit peu avant. Et puis sur ce, au prochain Hello Summer Talk, donc jeudi prochain. Allez, ciao, merci à tous.